Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Dr Paul Simard, psychologue, notre grande vedette invitée que tout le monde me parle énormément lorsque je le reçois, et ma belle amie Olénie Pelletier, qui est coach PNL. Pour parler de la dépendance affective. C'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé en DM. Ça a pris un petit temps avant que j'en jase, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître à travers ça. Bien humblement, je me pensais au-dessus de ça, jusqu'à temps que je comprenne que peut-être pas tout à fait. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir tous les styles d'attachement, de quelle façon on peut se rendre plus sécure émotionnellement. Une tralée, ma foi, d'informations. Il y avait beaucoup d'expertise au pied carré dans ce podcast-ci. Fait que vous pouvez prendre des notes, le réécouter. Je pense que vous allez vraiment en ressortir grandi. Sur ce, je vais vous présenter le jouet de la semaine parce qu'on se rappelle que c'est Eros, depuis le tout début, qui présente les épisodes. Et j'aime bien présenter des jouets sexuels, hein, parce qu'il faut s'éduquer aussi par rapport à ça. Puis il y en a tellement qu'à un moment donné, on peut devenir un peu mêlé à savoir lequel on veut explorer. J'ai entre mes mains l'ivresse. Eros et compagnie est ravi de vous dévoiler l'ivresse. Ce double stimulateur est conçu pour stimuler à la fois le clitoris et le point G. On voit ici, pour ceux qui regardent. Donc, clitoris ici, même juste pour le point G. Pour une expérience inégalée, sans aucun doute, cet accessoire deviendra le nouveau must-have dont tout le monde parlera. Écoute, je peux dire que ce jouet m'a été recommandé par ma chum Christina. Christina, si t'écoutes le podcast, tu vas rire, hein, Chris? Mais ça a l'air que c'est tout simplement incroyable. Donc, je voulais vous en glisser un mot. Je vous rappelle aussi que Goutti nous approuve depuis le tout début. Donc, si vous avez envie d'explorer un kombucha, que vous voulez, whatever, faire des mocktails ou peu importe, je vous conseille fortement de l'expérimenter avec le code Myriam10. Sur ce, je veux vous dire un gros merci d'être là, encore une fois. Je vous invite à partager, à donner des inputs par rapport à ce que vous avez comme compris sur vous à travers l'épisode. Puis, ben voilà, sans plus attendre, bonne écoute. Hey, merci fou d'être là. Je sens que ça va être excitant, là. Oui. Ouais, vous deux ensemble, ça va être... je suis mieux d'être en forme, là. C'est ça que je me dis en m'en venant. J'étais comme, réveille-toi, Myriam. On dirait que je suis un peu dans les nuages en ce moment. Je pars au Mexique dans 2 jours. Je suis comme un peu... Là, mon énergie, je sais pas elle est où, mais pas en dedans de moi en ce moment. Elle est comme un peu high. T'es déjà partie un peu. La moitié est là-bas, une partie ici. Ouais, exact, c'est ça qui se passe. Puis là, je me disais, oh my God, 2 experts. Je sens qu'il va y avoir du stock. Ça va être intéressant. Ça va être le fun. Et je vais essayer d'être toute là, puis de vous suivre à 100% dans... Moi, je trouve ça particulier parce que la dernière fois que je suis venu à un podcast avec toi, en retournant, j'écoutais des podcasts de Olénie. Oh, Donc ouais. là, on en enregistre aujourd'hui. Oui, on est si contents. Ben oui, mais les deux, vous créez vraiment du contenu intéressant. Toi, c'est surtout sur YouTube, TikTok. Toi, Olénie... C'est plus Instagram, podcast. Ouais, je vais être plus là-dessus. Hey, voulez-vous vous présenter vite demain? Ben oui! Ouais. Vas-y! Ici le Dr Paul Simard, psychologue. Kodak 1, Kodak 2. Donc, moi, je reçois des gens en consultation privée, la clientèle adulte. Puis, je fais beaucoup de vulgarisation sur le web, dans les médias, la radio, la télé. Puis, mon objectif, c'est de rendre la psychologie accessible. Ouais. Et je suis contre les listes d'attente. Donc, moi, je reçois des gens de toutes sortes de manières. J'ai un écosystème de services. Et tu es une des vedettes du podcast Liberté d'être. Oh! Un des invités le plus en demande. Donc, tout le monde en parle beaucoup pour toutes les fois que tu viens. Puis, ouais. Particulièrement le premier, là, je pense qu'on avait vraiment... On avait tapé dans le mille, là, pour vrai. On avait eu... Ça me fait beaucoup parler de l'insatisfaction conjugale. Ouais, il était vraiment intéressant. Fait que si jamais vous aimez Paul, vous savez qu'il y en a d'autres épisodes qui sont disponibles. Sinon, Lénie, c'est la 2e fois aussi. Je vais trouver mon nom avec mon micro. Là, je suis comme... Ouais, t'étais venue parler de charge mentale. Oui, c'est vrai, avec Mickaël. Ouais. Avec Mickaël. Puis je trouve tellement que ce podcast-là, tu vois, c'est un des podcasts que je me dis...
il devrait tellement avoir plus d'écoute dessus. Genre, tu sais, des fois, tu te dis, c'est ça, il y a des podcasts qui pognent full, t'es comme, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur celui-là, mais lui, c'en est un. Je me dis, oh my God, les gens, si vous l'avez pas écouté, là, j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant. Ouais, c'était vraiment cool. Puis là, aujourd'hui, ben, je vais me présenter. Donc, je suis coach en programmation neurolinguistique, mais j'ai une approche que j'ai développée plus en séduction, puis en transformation personnelle. Parce que j'ai une approche qui est vraiment 360, qui aussi dans l'approche du mouvement, autant que de l'émotionnel que de la psychologique de la chose. Fait que j'ai amené mon background de danse un peu pour aider les gens à entrer dans leur corps et à travailler leur langage corporel aussi. Fait que ce qui aide beaucoup en séduction, puis ce qui va aider en relation, parce qu'on s'entend que 80% de la communication est non-verbale. Fait que, tu sais, j'ai vraiment une approche qui est différente. Aussi, vulgarisation, j'aime beaucoup l'humour. Fait que je vulgarise beaucoup dans mon podcast Rise Above des sujets qui sont compliqués, puis je les amène vraiment simples. Ma force, c'est de métaphorer, là, les trucs, vraiment. C'est vrai, j'ai un dans côté ton artiste. Podcast, tu fais beaucoup ça. Ouais. J'ai un côté super artistique, fait que je l'amène aussi dans mon coaching. Puis je fais du coaching one-on-one. J'ai un programme de séduction qui vient de sortir aussi. C'est ça, j'allais dire. C'est le temps de le plugger. C'est le temps de le plugger. Il est vraiment nice. On triple pour vrai, là. Il est sa coche. Mes clients, il y en a une couple qui l'ont vu, là, puis ont fait OK, allô. Parce que j'aborde la séduction vraiment d'une autre façon. Je l'amène à profondeur pour qu'on prenne responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur et de ne pas traiter la séduction juste avec des comportements de personnalité. Oui, on pourrait penser que c'est un sujet, justement, plus de surface, puis finalement, pas Vraiment pantoute. pas! Ouais. La loi de l'attraction, le magnétisme, ça vient d'en dedans, tu sais. C'est en dedans, c'est tout pogné dans l'enfant intérieur, puis genre, à l'extérieur, tu vas attirer, ça marchera pas, là. Non, on essaie souvent de travailler l'extérieur, justement, parce qu'on pense que c'est plus facile l'extérieur, mais finalement, de l'intérieur, c'est ça. C'est clairement important. Puis là, on parle aujourd'hui de dépendance affective. C'est un sujet qui avait été vraiment beaucoup demandé, parce qu'il a été effleuré comme à travers certains invités, à travers leur histoire. Puis il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, parle de ce sujet-là ». Puis vous allez rire parce que moi, quand les gens me parlaient de ce sujet-là, puis je suis un peu égoïste, je suis comme « C'est mon podcast ». Fait que si le sujet m'intéresse pas tant, ça va être long avant qu'il rentre. Puis on dirait que je me pensais au-dessus de ça. Wow, c'est j'étais cute. comme... Ah oui, hein, c'est pratique. Ouais, moi, ça m'interpelle pas du tout, ce sujet-là. Non, tu sais, il n'y a jamais personne en relation qui m'a nécessairement dit « Ah, t'es tellement dépendante. » Puis, tu sais, moi, j'avais beaucoup mon ego de « J'ai pas besoin de personne, puis je suis indépendante et tout. » Fait que c'est drôle. Jusqu'à temps que je suis comme « Ah, d'accord, je m'intéresse tranquillement à la théorie des styles d'attachement, puis que je comprends un petit peu plus c'est quoi devenir sécure émotionnellement. » Puis là, je suis comme « OK, voilà un sujet très intéressant, finalement. Fait que on starte ça comment, à savoir, y a-tu comme une définition, mettons, à la dépendance affective? Y a-tu des traits, des symptômes? C'est sur la sphère professionnelle, mettons, diagnostic. Ouais. C'est un terme, ça, qui est apparu dans le cadre de la psychanalyse, la dépendance affective. Mais depuis 100 ans, le terme il a évolué, il a changé de sens. Donc, ça ne fait plus partie des classifications, on va dire, diagnostiques. On ne peut pas poser un diagnostic de trouble de dépendance affective. Okay. Aujourd'hui, on va plus parler d'un trouble de la personnalité dépendante. Mais ce n'est pas tout à fait le même concept que c'était à l'époque. C'est pour ça que quand on va aborder le thème de la dépendance affective, ça se peut que ça mélange de la psychologie populaire, de la psychologie professionnelle, puis il ne faudrait pas que les gens ils pensent que c'est bon ou mauvais. Là. C'est un concept qui est en train de se transformer. Là. Puis à chaque fois, on parle de traits, il faut faire attention parce que les gens, tout souvent, ils vont s'étiqueter. Ils vont penser qu'ils ont 3, c'est ça, ils ont 3 points dans le trait. Ils vont dire, ça y est, je fais de la dépendance affective. Parce que ça calme leur interne quand ils sont anxieux. Ça dit, écoute, pourquoi je réagis comme ça? Fait que ça les calme de se dire, moi, j'ai ça. Fait qu'on s'arrête à l'étiquette, tu sais. Mais c'est des traits, puis des traits, j'aime amener ça comme des post-it. Tu portes un post-it sur toi, mais c'est pas tout toi, là, tu sais. Ça se transforme, comme Paul dit, ça se transforme. Même la science amène d'autres choses, la psychanalyse amène d'autres choses parce qu'on évolue, l'humain, donc tout se modifie, là. Puis ce serait quoi les signes, tu sais, si justement il y a des gens qui nous écoutent puis qui se doutent ou bien qu'ils ne savent pas, là. Comment qu'on peut reconnaître ça, justement, qu'on aurait une tendance à... Moi, j'aime bien faire la distinction entre les besoins affectifs et le manque affectif. Parce qu'un besoin affectif, tu es responsable d'aller vers la source de ta satisfaction. Puis une personne qui est en manque affectif, elle voudrait que ce soit l'autre qui la remplisse d'affection. Yes. Mais aux yeux d'un observateur externe, là, il va voir exactement la même chose. Il va voir une personne A qui va vers personne B. Donc, c'est pas le comportement lui-même qui va nous dire si vous êtes dépendant affectif, que c'est plus le pilote intérieur de la personne.
l'intention. Oui, c'est ça. OK. Si on veut, c'est la blessure aussi, parce que ça fait partie des 5 structures de caractère. Puis la dépendance fait partie de la structure de l'oral. Fait que c'est la personne qui a un manque intérieur puis qui veut remplir par de l'externe. Puis habituellement, cette blessure-là, on la reconnaît avec le besoin de remplissage de l'autre. Il y en a que ça va être le gym, il y en a que ça va être la nourriture, puis il y en a que ça va être les relations. Ouais. Donc, cette personne-là, souvent, quand on pense qu'elle est dans sa lumière, mais dans son ombre, c'est quand elle devient généreuse pour recevoir. Ça, c'est un des premiers signes. Le people pleaser vient souvent de la structure de caractère de l'oral. Puis c'est la blessure d'abandon qui est là à la racine de ça, tu sais. Donc, tu as cette peur-là du manque parce que tu as manqué de nourriture émotionnelle quand tu étais plus jeune. Puis c'est ça que ça va amener au niveau du trait de la dépendance affective. C'est comme ça que moi, je le vois chez les gens. Souvent, je le vois dans mes clients, j'ai des personnes qui sont ultra généreuses parce qu'ils se disent que, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Je pense que je me trompe pas là-dessus. Ça a du bon sens, mais quand la personne, elle donne, mais pour recevoir, c'est un des signes. Il faut qu'elle apprenne qu'elle peut se nourrir par elle-même puis que lorsqu'elle donne, c'est sans attendre de retour, tu sais. Ouais, un oui, c'est pas un oui, c'est un oui. C'est pas pour... Des gens qui sont extrêmement gentils, mais pour manipuler de manière positive. Ouais. Puis là, moi, je les confronte en thérapie là-dessus. Je dis, là, ce que tu viens de faire, c'est de la manipulation positive. Puis les gens, quoi? Je suis tellement au service des autres, je suis tellement... Puis c'est ça, avec puis ça mais il y a de aussi. l'excès. Parce que tu achètes l'amour plutôt que cultiver l'amour. Et voilà. Un moment donné, on n'a plus l'argent pour l'acheter, l'amour. Puis là, ça tombe dans une crise. Ça serait d'apprendre à donner de l'amour sans que ce soit dans une quête de recevoir. Oui, c'est ça. Il faut que ça émerge de soi. Oui. Que ça grandisse ensuite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nos comportements qui sont quand même un peu sneaky, que c'est dans une quête justement de recevoir de la valorisation ou de l'amour. Tu sais. Mais ça. Non, mais. D'accord. Tu sais. Moi aussi, je fais ça. Ouais, c'est ça. On est tous à un moment donné. Mais je comprends, le but, c'est d'aspirer à justement être suffisamment rempli puis comblé d'amour, justement, pour être capable de donner vraiment dans un don de soi. Ouais. C'est pour ça que d'autres troubles psychologiques, des diagnostics officiels qui sont entremêlés avec ces concepts-là de dépendance affective. Je vais vous en nommer 2. Il y a le trouble de la personnalité histrionique, qui est une recherche, une quête d'attention démesurée. Wow. Puis, il y a le trouble de délire érotomaniaque. Ça, c'est le délire de croyance d'être aimé ou désiré d'une personne. Oh, wow. Ça peut être confondu avec la dépendance affective, ça. C'est quand la personne invente des scénarios d'être aimé par. Puis souvent, une projection qui est faite sur des vedettes, des gens du web ou des personnalités publiques. Puis les personnes sont dans un délire, mais c'est un délire tellement érotisant, tellement beau à l'intérieur d'eux qu'ils vont faire plein de gestes en rapport pour faire des cadeaux à la personne, pour promouvoir la personne. Puis... Mais ça reste dans le registre des troubles délirants. C'est très souffrant pour la personne. OK. Puis, tu as dit tantôt, il y a les besoins, puis il y a les manques. Mais ce serait quoi un besoin sain, mettons? Moi, je pense qu'on est des êtres de relation. Oui, vraiment. Fait qu'inévitablement, gérer nos émotions, notre monde affectif, c'est entremêlé avec les mêmes structures du cerveau qui gèrent les relations, les contacts directs avec les gens. Donc, pour être bien à l'intérieur de soi, on a besoin des autres. C'est la vie en tribu, entre guillemets. Ouais. Ben oui. C'est ça qui est spécial, parce qu'il y a des fois, on se dit, justement, il faut que j'apprenne à être complète, que j'ai pas besoin de personne. Souvent, c'est ce qu'on entend un peu, qu'on essaie de se prouver. Ça, c'est l'indépendance. J'ai pas besoin, mais c'est faux. C'est faux, parce que l'être humain, comme il dit, évolue en connexion. On a besoin d'interdépendance, pas de codépendance. L'indépendance, ça amène l'hyper-individualisme. Je suis pas tant pro-indépendance. Moi, c'est un langage de blessure, selon moi, parce que tu as besoin, c'est ça, d'une petite bulle, puis de te reconstruire, mais tu sais pas comment trop le dire. Puis le pire, c'est que dans la culture populaire, c'est hyper prôné. Je suis indépendant, je suis indépendante. Puis je dis, non, on a besoin des autres. On est en train de perdre ce concept de commune, de communauté-là, présentement, avec un discours comme ça, parce qu'on a peur de la dépendance affective et de la codépendance. Mais la connaissance, c'est le pouvoir. Donc, justement, d'apprendre à connaître ces traits-là, savoir quand est-ce que tu as passé l'autre côté de la ligne, reconnaître tes besoins, comme il disait tantôt, tu sais. Tes besoins sont importants à être comblés. D'être capable de les combler par toi-même, oui, mais de les demander aussi sainement. OK, j'ai ce besoin-là, comme si tu as besoin d'un câlin, tu as besoin d'une soirée avec ton amoureux ou avec tes parents, de le demander au lieu d'attendre que ça soit fait de soi ou de donner quelque chose d'autre, genre un gros bouquet de fleurs, un cadeau, elle va comprendre que je veux passer la fin de semaine avec. Non, ça se nomme. Oui, parce que c'est comme si on tombe à l'extrême de dire que c'est comme si on veut plus compter sur l'autre, puis ça serait plus sain de vouloir que notre partenaire nous amène
telle affaire parce qu'il faudrait justement être complet. Puis en tout cas, je trouve qu'on peut tomber d'un extrême à l'autre. Le piège de la culture individualiste, peut-être, là-dedans. Ben oui. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime pas ça. Quand les gens me parlent en thérapie d'indépendance, je leur dis que c'est quand même en rapport avec la dépendance. Yep. Puis je fais un twist pour dire qu'il faudrait peut-être passer, avant de savoir s'entremêler, ça c'est l'interdépendance, selon moi c'est un volet normal, il faut passer par une étape que j'appelle l'autonomie. Et voilà. C'est savoir nommer, valider ce qui se passe en soi. Je sais nommer moi-même. Et là, ensuite, je vais pouvoir partager à l'autre. Parce qu'on ne peut rien partager qu'on ne possède pas. Fait qu'il faut se partager soi-même, se connaître soi-même avant de se partager. Ouais. Sinon, ça fait un peu des affaires tellement entremêlées qu'inévitablement, ça va soit éveiller des souffrances ou soit on va répéter des patterns qu'on ne sait même pas qui sont en train de se dérouler. 100%. L'autonomie, c'est tellement la clé, là. C'est tellement ça. Tu sais, d'amener dans le discours que tu es autonome, tu es capable et tu sais te nourrir par toi-même, mais tu as aussi l'autonomie de nommer, de reconnaître tes besoins affectifs. C'est d'être autonome aussi, de reconnaître ce langage-là interne et de pouvoir le partager sans avoir peur d'un rejet de l'autre, tu sais, parce que ça aussi, ben oui, d'assumer ce qu'on est puis de s'accepter, je crois que c'est une des clés de départ pour être capable de sortir de ça, parce qu'on est tous blessés, on va arrêter de se dire qu'on ne l'est pas, là. Moi, quand les gens font « Comment j'ai réglé mes blessures? » Yeah, right. T'as réglé, tu sais, là, sont rendus des cicatrices, là, OK, mais ils vibrent encore, tu sais, je veux dire, on est plein de cicatrices, c'est juste qu'on apprend à gérer avec. C'est moi que là-dedans, j'ai déchiré un quad, j'ai déchiré un psoas, j'ai sorti des trucs de luxation, ils sont guéris. Mais oui, quand ils mouillent, je le sais qu'ils mouillent dehors, tu sais. Fait qu'émotionnellement, lorsqu'il neige dans ma relation, c'est mes cicatrices qui font mal, tu sais. Tellement. Je trouve ça beau, c'est vrai, à quelque part, tu sais, que... comment dire, je trouve qu'il faut faire preuve d'humilité, justement, en relation pour savoir que... Justement, on a tous des blessures, puis de les accueillir, d'apprendre à avoir la compassion, ça aide aussi en relation, à être capable d'accueillir les blessures de l'autre, parce qu'au final, c'est sûr que, surtout en relation, c'est là qu'on s'y reflète beaucoup, là. Une des choses qu'on peut voir chez les styles d'attachement sécures, c'est des personnes qui vont être capables de mettre en pause leurs désirs urgents personnels. Ils les oublient pas, mais en pause pour pouvoir dire « OK, c'est quoi qui se passe là, dans cette urgence-là devant moi? » Ils sont capables d'être curieux de l'autre sans s'oublier soi-même. C'est ça. Fait que c'est une forme, on pourrait dire, de gestion du monde affectif qui est très adaptée à l'intimité. Mais ça ne veut pas dire que c'est sans mouvement, sans blessure, là. C'est souvent les meilleurs pour entrer en relation. On va en jaser, c'est sûr, comment essayer de faire des pas dans cette direction-là, puis les styles d'attachement. Mais avant, j'aimerais ça jaser ça serait quoi les racines, si on peut dire, de la dépendance affective? Parce qu'on le sait que pas mal tout prend racine à l'enfance, fait que j'imagine qu'il y a un petit lien. Moi, je peux y aller avec mon expérience personnelle, là, parce que je sais que j'en ai vécu un certain moment de ma vie dans une relation. Et ce qui s'est passé là-dedans, pour moi, c'est que, first, ça venait d'un manque d'autonomie. Si je fais le circle back, j'ai des parents qui ont été hyper protecteurs. Fait que, tu sais, en étant hyper protecteur, il y a des choses que j'ai pas expérimentées jeune parce que j'étais dans une bulle de confort, tu sais. Fait que, tu sais, il y avait des choses que, pour vrai, j'étais en appartement super tard, tu sais, j'étais vraiment hyper backée. Donc, quand j'ai eu ma relation la plus longue, j'ai été dans un mode de dépendance affective parce que la personne, elle comblait toutes les parties où est-ce que je manquais d'autonomie. Fait que moi, je suis devenue dépendante du mode de vie, de sa présence et d'un narratif de je pouvais pas m'en sortir toute seule. Fait qu'il y avait ça qui était là. Fait que c'est une dépendance affective. C'est devenu toxique pour les deux, parce que les deux, on a évolué là-dedans. Mais c'est vraiment la notion de manque-là avec l'autre qui comble. Et la journée que moi, j'ai commencé à combler, parce que j'ai vu, j'étais encore en relation, j'ai commencé à me remplir, là, ça s'est mâchiré, la relation. Là, ça s'est mis difficile. Oui, parce que la dynamique de départ ne convenait plus. Vraiment pas, tu sais. Mais après ça, sortir de là, c'est comme si tout d'un coup, je me souviens vraiment de la sensation, c'est comme s'il y avait un morceau de puzzle qu'on sortait de moi, puis il y avait clairement un vide intérieur, puis ça a été très long. Ça a été 4 ans d'apprendre à, OK, je suis autonome émotionnellement, psychologiquement, physiquement, économiquement, je suis capable, tu sais, I can do it. Puis j'ai passé par le narratif aussi interne de je suis une indépendante, puis j'ai besoin de personne. Je l'ai eu, ça, là. Et après, ça a été, oh, OK, attends, non. J'ai peut-être besoin, justement, d'autres personnes pour évoluer, mais tu sais, on passe par ces chemins-là difficiles, raboteux, quand on sort de ça. Et c'est en même temps des structures qui se transforment, parce que présentement, je peux confirmer que
lorsque je vois que j'ai un côté de dépendance qui veut popper, je sais que j'ai un déséquilibre dans la relation puis dans ma vie. Je fais un step back. Je fais, OK, c'est quoi le besoin qui est pas comblé ou trop comblé, puis c'est où qu'il y a des limites qui ont été franchies. Je prends le temps, je travaille là-dessus avec mon thérapeute, puis après, je retourne. Ou pas, si je vois que la dynamique s'en va là-dedans, puis que moi, ça va aller chercher ça, tu sais. Ouais. Il y a plein d'affaires que je trouve vraiment intéressantes dans ce que tu dis. Premièrement, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis par rapport à ma relation, ma dernière relation. Ouais. Je pense qu'on avait déjà parlé. Même affaire, moi, j'étais en mode victime. Je venais juste de sortir de mon épuisement. Fait que j'étais beaucoup en mode needy. Je suis vide, remplis-moi. Puis je pense que l'autre personne a trouvé un certain réconfort. C'est ça aussi, c'est que l'autre personne trouve des fois un réconfort à être la personne qui remplit, là, finalement. Oui, puis moi aussi. C'est exact. Puis là, quand vient le temps de, justement, tu sais, que là, bon, tu fais des prises de conscience à travers mon évolution, de comme réaliser ça, puis de vouloir apprendre à me remplir par moi-même, puis apprendre à m'affirmer, chose que je faisais pas, ben là, tout est à, comme, reconstruire, là, finalement, au niveau de la dynamique. Puis tu as aussi nommé l'aspect de prendre une distance. Ça serait-tu comme important de le normaliser aussi à travers des relations, de prendre un pas de recul? Parce que on dirait que des fois, les gens ont tendance à dire, ben là, c'était... Pourquoi tu as besoin de prendre un pas de recul, ça va pas ta relation? Ou, tu sais, moi, c'est quelque chose qu'on Je pense que les gens confondent ça avec une déconnexion, la distance, ou une dissociation, ou un évitement, alors qu'en réalité, moi, j'essaie d'utiliser un terme là, de perspective. Ouais, voilà. Il faut se fier à une prise de perspective, s'élever en hauteur, on pourrait dire, une distance intérieure, et non pas une déconnexion. Soit moi, j'appelle ça l'arc-en-ciel gris. C'est les remords du passé, les anticipations du futur, puis les distorsions en temps réel, ou les besoins des autres. L'arc-en-ciel gris. Mais si on prend une perspective intérieure, c'est comme si on mettait sur la table une feuille sur laquelle il était écrit un 6, là, en gros. Là. Puis là, toi, tu t'ostines parce que tu vois un 9 de ton côté. Puis moi, je dis non, je te jure, je vois un 6. Mais alors que si on prend une perspective, on peut réaliser que, hey, on avait en même temps raison et en même temps tort. Je savais même pas qu'on pouvait avoir raison et tort en même temps. Hey, ça demande beaucoup de maturité. Oui. Et c'est la réponse versus la réaction. Ça, c'est un chemin, tu sais, nos patterns vont nous amener direct en réaction. Puis la perspective amène la zone tampon qui t'amène à être dans la réponse. Donc, la première chose qui arrive avec une charge émotionnelle, c'est la réaction. Puis comment j'aime faire la métaphore, c'est que quand tu as un pattern, tu as comme des marches. C'est comme, tu sais, c'est une voie que les marches sont déjà creusées dans ton être, tu sais, pour arriver à une réaction. Puis quand il y a une situation émotionnelle, si tu décides que tu restes en réaction, c'est comme s'il y avait un gros coup de vent que tu avais fait pogner en bas des marches. Puis quand tu décides de pogner la perspective, ça se peut que tu aies descendu 2-3 marches, mais tu fais comme, je remonte en haut. Parce que tu veux pas retourner dans la réaction du pattern. Puis là, tu regardes, tu fais, OK, mais ça, c'est le pattern, ça, c'est la réaction. Puis le moment de recul, je pense que c'est important de le nommer. Moi, je le fais en relation parce que moi, je nomme mes côtés d'ombre en relation, sauf que des fois, il y a des gars qui aiment ça les ramener. Faire comme, oh, c'est ton pattern d'évitement, ça, je suis comme 2 minutes, là, OK? Fait que, tu sais, oh, c'est ton contrôle, calme tes nerfs. Tu sais, je suis là, ça va aller, c'est pas le contrôle, c'est la maturité, à un moment donné, tu sais. Fait que là, je suis arrivée que là, je me suis fait sortir le pattern d'évitement dernièrement, puis j'étais comme, non. Ma perspective, je prends de la perspective, donc je suis en train de nommer que je prends du recul. Je vois si toi, tu es confortable avec ça. J'amène un deadline que les deux vont être convenables pour nous. Toi, ça te convient-tu tant de temps? Oui, OK, parfait. Moi, je prends de la hauteur. Après ça, peut-être réveiller les blessures de la personne. Ben oui. Parce que quand on voit de la santé, des fois, qu'on n'est pas prêt à être à ce niveau-là de santé, ça fait comme créer un écart en dedans de nous, puis ça éveille nos blessures. Bien, oui, c'est vrai. Puis, santé, j'aime ça. Juste le fait de ramener à la racine, moi, je pense que la première forme de blessure émotionnelle, là, ça éclaire beaucoup de choses. Selon moi, c'est d'être invalidé. Puis la première forme de réparation de ces blessures-là, c'est d'être validé. Tu sais, quelqu'un qui te regarde et qui dit « Oui, c'est sûr que ça a dû être difficile. » Voilà. Ou ça, ce que tu décris présentement, c'est que tu vis une tempête intérieure, puis la personne, oui! Bon, okay. Juste le fait de dire oui, on est en train de attribuer des ressources vers l'intérieur pour que ça soit reconnu, que ça ait le droit, si on fait une métaphore, de briller. Parce que quand on est invalidé, c'est comme si je suis en train d'essayer d'explorer le monde, d'exprimer quelque chose, de tester une relation d'amour ou de confiance. Puis là, on me dit, tu sais, ce que tu fais, là, ce que tu ressens, c'est pas bon. T'es trop ci ou t'es pas assez ça. Puis l'enfant, pour s'adapter, il n'a pas le choix, il est tellement sensible qu'il faut qu'il développe quelque chose pour se protéger face à ça. Fait que là, apparaissent les fondements de l'ego et de la personnalité. Puis ça finit par faire une grosse bulle d'orgueil qui empêche parfois certaines personnes d'entrer en amour véritable. Les masques de la personnalité. Ben oui, c'est ça que ça veut dire, personnalité. Littéralement, l'étymologie grecque, c'est de persona, ça veut dire masque. Yep.
Ouais. Mais c'est pour protéger. Il ne faut pas essayer de les enlever avant d'avoir compris son rôle. Ouais. Puis là, un moment donné, on peut prendre le relais. Mais il faut pouvoir valider l'émotion ou la dépendance. Toujours. De l'enfant et de la personne, oui, c'est ça. Ouais. De dire que c'est valide ce que tu ressens, c'est important. Toutes les perceptives sont valides. Tout le temps. L'émotion, elle l'est. Oui, mais les comportements ne sont pas toujours acceptables. Exactement. Oui, excuse-moi, ça, je dis quelque chose que je dis tellement souvent. Je dis l'émotion est valide, mais le comportement est inacceptable. Je le dis en douceur, puis l'autre souvent est comme... Non, mais c'est vrai, ton émotion est valide, mais le comportement présentement est inacceptable. C'est comme ça qu'on recadre un enfant adéquatement. C'est comme ça aussi qu'on peut se recadrer soi-même. Oui, exact. Et se rendre compte que des fois, s'avouer qu'on est parfois malhabile. Ben oui, tellement. On apprend le fameux concept d'humilité, Paul. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est la 3. Tu m'en as parlé souvent. Oui. Mais si je reconceptualisais ça, les clés dans l'ordre, moi, je pense que pour guérir ces affaires-là de blessures affectives, il faut comme appliquer 5 clés dans l'ordre. Puis c'est comme des doigts qu'on va piquer vers l'intérieur là, pour tenir soi-même son cœur. Pas le broyer, là, juste le tenir pour le protéger. Le premier, c'est la validation. Le deuxième, c'est l'acceptation de soi. Se valider soi-même, tu veux dire? Je reconnais que ce qui se passe en dedans de moi, c'est ça. Là. Je suis dans une crise. Okay. Acceptation de soi, c'est à moi à gérer ça pour la suite. Humilité, maudit que c'est pesant. T'as peu, je vais te déposer, je vais me reposer. 4e clé, compassion. Bon, je vais te chercher de l'aide avec quelqu'un ou moi-même, je m'applique plus de bienveillance dans ma routine. Puis dernière et 5e clé, gratitude. Ça, c'est quand je suis sorti de l'expérience, je peux dire merci, tempête, de m'avoir traversé. Wow. J'ai tiré une leçon. Là. Ça va me servir, peut-être pas pour une relation qui s'est terminée dans un déchirement, mais peut-être pour mes prochaines relations, là, je vais tirer un apprentissage. La gratitude, c'est pas merci de m'avoir fait mal, c'est merci de m'avoir traversé, j'ai tiré une leçon. Je suis plus le même qu'avant. Je trouve ça super beau, puis on dirait que j'ai l'impression, en tout cas pour moi, la compassion, c'est là que c'est comme... Toutes les étapes sont challengeantes, mais celle-là particulièrement... Ah, c'est parce que toi, t'es pris dans ce coin-là. Mais en réalité, il y a des gens, là... Moi, j'aime bien dire qu'on ne peut pas comprendre plus que 2 étapes où on est rendu personnellement. Parce que même si on se fait expliquer les mots des étapes de santé très avancées, ça rentre, ça sort... on n'a pas, on pourrait dire, le canevas intérieur pour accueillir le mot. Oui, je comprends. C'est comme juste une théorie, puis on le rationalise, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça goûte nécessairement. Selon mon hypothèse, ou le modèle que je propose, c'est que quelqu'un qui serait pris ou qui aurait de la difficulté à intégrer la compassion, il faudrait reculer peut-être de 2 étapes, donc humilité, acceptation de soi. Plus d'acceptation de soi. Maudit, je ne pensais pas que je t'ai rendu là. Là, s'avouer, on vient de remonter à l'humilité. OK, c'est reparti, on a recommencé le chemin. Puis le chemin, il faut-tu leur répéter souvent dans le corps aussi? Dans le corps, tu sais, l'acceptation, c'est la tête. Tu sais, la validation, t'es ici. C'est comme tu valides, OK, c'est bon, je comprends. On accepte, on est plus au niveau de l'affirmation ici, tu sais. Puis après ça, quand on a tout le reste, on est en train de descendre. Tu sais, quand il y a l'humilité, OK, on descend plus dans le cœur. Après ça, la compassion, t'es direct dans le cœur. Puis la gratitude, t'as passé au stade de... Fait que, tu sais, si ici, c'est pas réglé au niveau tout dans le corps, au niveau du mental, comme toi, ça arrive, tu peux pas arriver à la compassion tout de suite, comme c'est exactement ça. Fait que le chemin, tu peux même t'aider au niveau de ton corps, faire comme, OK, c'est bon, est-ce que j'accepte vraiment? Est-ce que moi, j'affirme vraiment qui je suis de moi à moi, puis j'accepte ça carrément? Non! On retourne à l'invalidation. Ouais, fait que si c'est un non, c'est ça. Fait que là, tu valides et on morcelle, on descend, tu sais. Mais je pense que la patience, elle est tellement importante. La compassion, la patience, ça va ensemble, tu sais. Donne la compassion de toi, t'es patiente. Puis on est quand même dans une société où les gens veulent que ça aille tellement vite. Le corps humain. Ben, c'est la dopamine, quand on veut cocher des cases puis le dire à tout le monde, voilà, mais c'est pas ça. J'imagine que c'est qu'on retombe dedans aussi, des fois, là, dans le sens, c'est pas... Tu sais, y a-tu vraiment un check à... Non, je pense que c'est comme manger. T'sais, si vous remangez aujourd'hui, c'est pas l'échec de votre repas d'hier. C'est juste normal d'avoir à remanger. Si vous dormez ce soir, c'est pas l'échec de la nuit d'hier, c'est normal de... Donc, tous les besoins, autant ceux affectifs que physiques, il va falloir apprendre à les refaire. Devenir un espèce de maître d'œuvre de la régulation. Mais pour ça, il faut prendre une responsabilité. Oui. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est quand on tombe dans ce pattern-là, c'est comme la voie la plus facile, souvent, c'est d'être victime de nos manques, justement, parce qu'on dit, ben là, j'ai un vide intérieur, mais c'est pas de ma faute, parce que j'ai manqué de telle affaire, c'est une des caractéristiques majeures du trouble de la personnalité dépendante. C'est une préférence que ce soit les autres qui prennent les responsabilités décisionnelles, quitte même à se soumettre à des décisions qu'on trouve inacceptables pour pas se faire abandonner. Wow, c'est tellement ça. Ouais. Toi, sois responsable de moi, là.
Non, je veux pas que tu m'abandonnes, fait que fais ce que tu veux. Puis là, ça crée des dynamiques de victimisation. Ouais. Ça peut créer des blessures épouvantables. Parce qu'on trouve un certain confort à quelque part. Oui. Il y a une compensation, là, tu sais, Puis, de justement pas prendre responsabilité. Tu sais, il y a comme un je confort un voudrais peu qui boucler s'installe. là-dessus, c'est que si une personne tombe dans sa blessure de dépendance affective, puis qu'elle trouve une personne qui est tombée dans sa blessure de narcissisme, ça fait une espèce de combo terrible, ça. Parce qu'il y a Incroyable. une personne qui s'est installée en bas, puis il y a une personne qui s'installe en haut. Les deux, c'est à cause de leur souffrance. Puis là, ils s'attaquent. Ouf, ouf. Ah, c'est Ouais. la rencontre de la souffrance. Ben raide, puis c'est souvent quand dans les débuts de relation, tu sais, je parle souvent du triangle de début de relation avec le genre de cocktail hormonal que ça amène, tu sais, la passion, l'intimité puis l'engagement. Puis la porte d'entrée de la passion, c'est souvent eux autres. Les dépendants affectifs, la porte d'entrée, c'est souvent celle-là, tu sais, puis les narcissiques aussi. Fait que quand les deux se rencontrent par là... Ah, c'est ça. Ouais. Quand c'est fort, là, puis que c'est Ouais. la passion du début, là, c'est bien souvent le pattern. Ouais, ça, on avait discuté C'est pas tant l'amour. le fameux coup de foudre, puis... Moi, je crois pas à ça, zéro. C'est ça. Moi, je pense que c'est la grosse zone de confort qui fait comme yes, comme le spaghetti à ma mère le dimanche soir, tu sais. Même si t'es allergique au gluten, tu y retournes pareil parce que ton cerveau est comme c'est tellement le fun. Même affaire, t'es rendu allergique au gluten, c'est la même chose. C'est que là, tu reconnais ça, puis t'es comme hey. Puis le meilleur langage de la dépendance affective, c'est it was meant to be. Genre, on s'est rencontrés dans les astres, on est des âmes jumelles, comme tabarnak. Ça, c'est une culture du manque, je trouve. Je suis sûre qu'on a tous quelqu'un à qui on pense en ce moment. J'ai fait la même affaire. ça. Been there, done Ouais. that. Ah, J'assume. les affaires là, de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, c'est comme la croyance selon laquelle il me manque quelque chose à l'intérieur de moi que je dois retrouver à quelque part à l'extérieur. Ouais. C'est super romantique! T'imagines-tu? On écoute des films là-dessus, puis on fait comme « Oh, wow, il était vraiment destiné à ça! » Sauf que dans la réalité, si on fait ça, je suis en train de nourrir mon habileté à être en manque. Eh oui. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre une autre personne qui, elle aussi, est en manque? Ça crée une illusion de complétude. Mais en réalité, c'est comme deux serpents qui s'entrecroquent la queue parce qu'ils ont faim. Là. Crunch, 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 jusqu'à temps qu'ils s'entrecroquent le cœur. Puis là, ça fait deux demi-serpents morts. Ça finit jamais bien, tellement cette ça. histoire-là. Non. Mettons qu'on rentre dans les styles d'attachement parce que je pense qu'il y en a trop. Il y en a 4. Il y en aurait 4. Ouais, c'est Mais ça. je travaille sur un nouveau test là, pour multiplier un peu les nuances là-dessus parce que c'est des vieilles théories de 1970. Ouais, c'est ça. Hein? Mais quand même. c'est pas toujours bien expliqué, puis ça représente pas toutes les options non plus, mais c'était quand même une belle base à l'époque. OK, fait qu'on peut traiter chacun. Puis évidemment, il y a le style d'attachement sécure, qui est lui qu'on peut viser, si on peut dire. Puis voir comment on peut faire des pas dans cette direction-là. Puis il y a l'anxieux, l'évitant, puis c'est Désorganisé, ouais, craintif. c'est C'est ça. ça. Il y a plusieurs appellations selon les auteurs qui vont avoir travaillé là-dessus aussi, mais tu as bien résumé les 4. OK. Le sécure, en résumé, là, c'est mesuré sur 2 critères. La vision de soi-même, puis la vision des autres. Donc, est-ce que la personne a une vision de soi-même OK, sécure, et une vision des autres OK, sécure? Ça, c'est le style sécure. Oh, wow. Puis là, on va varier les mesures. Là, quand l'insécurité va commencer à apparaître dans les autres styles. Quand une personne doute de sa valeur, mais pas de celle des autres, les autres sont corrects. Moi, je suis pas si bonne que... Non, c'est sûr que la personne elle va avoir peur de se faire abandonner parce que le correct est à l'extérieur de soi. Moi, je me trouve pas correct. Fait que la personne elle va avoir tendance à s'accrocher au correct, puis là, avoir peur de se faire abandonner, puis là, de ne pas trouver pas correct. Ouais. L'autre, les styles évitants, c'est l'inverse. C'est qu'ils ont une vision d'eux-mêmes correcte. Moi, je suis correct, mais les autres sont pas corrects. C'est intéressant. Fait que dans le fond, je m'approcherai pas de l'autre ou j'y confierai pas mon cœur parce que c'est sûr, je vais me faire trahir, l'intimité va me faire envahir, puis là, la personne maintient une distance constamment. Mais elle veut être en relation. Mais ça éveille cette blessure-là de je vais me faire trahir, je vais me faire mal, je vais me faire... Puis la personne se met loin. Puis il y a des nuances à aborder là-dessus sur entre c'est quoi un style détaché ou un style évitant de l'intimité. C'est des nuances qu'on va travailler là-dessus. Puis le dernier, c'est les deux. Ouais. C'est celui qui a à la fois, en même temps, il a peur de se faire abandonner, puis il a peur de se faire envahir. Imagines-tu la tempête? C'est trop proche et trop loin en même temps. Ah, OK. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est bon, là. Oui, c'est ça. Puis je sais que toi, tu disais justement de ne pas se définir, mais tu sais, de Non, voir les c'est traits des qu'on traits. a. Ça serait-tu normal d'avoir des traits, justement, ben, de 1 ou de 2, ou tu sais, jusqu'où? Ben, je sais que, tu sais,
moi, dépendamment à certains stades de ma vie, j'en ai eu des... Tu sais, à un moment donné, j'étais plus dans l'attachement, justement, anxieux. Tu sais, après une dépendance affective, cette relation-là, avec cette blessure-là, ben c'est sûr que c'est l'attachement anxieux. Tu sais. Sauf que puisque je suis quelqu'un qui... comment dire? J'avais un gros ego. Fallait pas que ça paraisse que j'avais un attachement anxieux. Je le vivais dans mon coin en tabarnouche, tu sais. J'étais pas du genre à envoyer des tonnes de messages textes, puis si ça, j'étais comme, faut que j'aille l'air forte. Mais en dedans, tout était là, tu sais. Je l'assume à 100 000 $. Puis après ça, quand j'ai géré ça, bien, ça a été l'attachement évitant qui était vraiment là. Puis moi, mon attachement évitant, les traits d'attachement évitant, comment ils se sont manifestés, c'était justement ça. Tu sais, trop de blessures de l'autre. Moi, je me suis gérée avec l'attachement anxieux. Fait que là, c'est l'autre qui est encore méga dangereux ici. C'est pas moi, tu comprends? Ouais. Puis l'affaire, c'est que c'était tellement à l'inconscient qu'il se passait comme un turn-off interne en pleine relation, puis je pouvais même pas savoir c'était quoi. Je me souviens, des fois, j'embrassais un gars, puis au moment, puis ça faisait un bout qu'on se voyait, on était en train de s'embrasser, puis il y avait le turn-off qui arrivait. Boum! Là, j'étais là, hey. Ouais, les gens peuvent le sentir physiquement, cette déconnexion-là, des fois. Wow, qui peut popper un peu... De même, il n'y avait plus rien qui se passait. Je me donnais toujours 24 heures, mais c'était plus de son, plus d'image, plus d'intérêt. La personne, je la voyais plus du tout comme elle était. Et c'était méga déstabilisant. Puis c'est un gars que j'ai daté qui m'est revenu avec ça un moment donné. C'est le seul qui m'en a parlé. Puis il m'a dit ça, là, c'est vraiment blessant ce que tu viens de faire, là. Pour tel point, les autres... rejet, dans le fond. Mais raide, les autres disaient jamais rien. Il faisait comme « OK, bye » ou « OK, Olini me voit plus ». Mais lui, là, il m'a carrément confronté. Il a fait ça. Puis tu sais, moi, j'ai assez l'humilité d'appeler mon psy, puis j'ai fait « Bon, ben Denis, on a un problème ici, il s'est passé ça. Je pense que j'ai besoin de te voir 2 fois semaine. » C'est vraiment ça que Bravo, Denis. Denis, c'est une machine. Là. Denis, le psy. Fait qu'on peut changer de style d'attachement, c'est ça, dans le fond. En fonction des expériences qu'on a vécues, on peut balancer d'un bord Il y de a à l'autre. peu près une personne sur 3, selon les recherches, qui va réussir à changer de style d'attachement au cours de sa vie. Tellement que c'est une donnée qui nous influence lourdement. Parce que nos premiers apprentissages de la vie, notre cerveau, il est en train d'essayer de former les circuits. Puis à chaque nuit qu'on dort, s'activent des petites cellules entre les neurones là, qui taponnent les connexions qui ont servi là, pendant la journée. Puis c'est les connexions qui ont servi, c'est comme si ces cellules-là, ils disent « Ah, elle doit être importante. » Fait que là, ils la renforcent avec une gaine de protection. Fait que ça fait combien de nuits que toi, tu gères tes émotions là, depuis que tu es jeune? Là? Ça fait quelques dizaines de milliers de nuits. Donc, ça veut dire qu'on devient hyper spécialisé dans un style de gestion des émotions, somme toute assez tôt. Il y a comme des grandes étapes là-dessus. De là, l'importance de l'introspection, justement, puis de prendre un recul pour être capable de s'observer puis voir. Et des expériences de relations de succès aussi. Et voilà. Parce qu'il y a des gens qui peuvent nous faire régresser dans notre attachement, tout comme il y a des gens qui peuvent nous aider à grandir et à se sécuriser. C'est ça, c'est travailler les croyances, parce que ça amène un système de croyances au complet, là, ces styles d'attachement-là. Puis pour transformer un système de croyances, puis le système de croyances, c'est le petit fucker qui te fait faire tes patterns, c'est lui là, qui part la patente, fait comme « la croyance à pop », tu sais, le petit langage interne, la petite voix dans ta tête. Puis, tu sais, quand c'est une supportante, c'est ta cheerleaders, mais quand non, c'est Jocelyne qui fume la top, là, tu sais, c'est elle que... moi, c'est des noms. Moi, c'est la mienne. Ouais, Jocelyne fume la top, c'est mon petit fucker. Mais, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, pour changer le système de croyances, autrement, ben pas autrement, mais contrairement à ce que les gens pensent, il y en a qui pensent que c'est l'introspection. Non, c'est pas là. C'est justement en vivant des expériences, en te mettant out there, puis en te mettant à risque de vivre des expériences peut-être négatives, mais peut-être positives aussi. Puis les positives, comme je dis souvent à mes clientes, mes clients, quand ils sortent d'un nouveau dating, puis ça n'a peut-être pas fonctionné, mais ils ont des nouvelles croyances positives parce qu'ils ont vécu des choses, ils ont fait « Ah, ça existe! Je suis parfait, on l'emmagasine. » Ça, c'est la phrase que mes clientes se disent le plus maintenant. « Oulini, ça n'a pas marché, mais je sais que maintenant, ça existe. » Fait que ça a enlevé telle croyance. Tellement. Chaque relation nous amène quelque part, justement, pour apprendre. Puis j'aime ça, le point que tu amènes, parce que justement, tu peux rester des jours et des jours dans ta chambre à faire les introspections, puis à tout rationaliser, puis là, tu comprends tout, puis finalement, tu arrives dans l'expérience, puis là, t'es comme, là, finalement, t'es déstabilisé ben raide, parce que la réalité, c'est un petit peu plus dur. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui disent qu'il faudrait qu'ils soient parfaitement prêts et réparés avant de rencontrer une autre personne. Mais non. Puis là, moi, je lui dis, non, une blessure affective et relationnelle, ça se répare dans une relation saine. Et voilà. Puis cette relation saine-là, parfois, ça peut être un thérapeute, un coach, un mentor, un membre de la famille qui est mature. Mais il ne faudrait pas penser que c'est juste à l'intérieur de soi. Parce qu'on peut tourner dans un labyrinthe qui nous piège si on reste à l'intérieur de nous.
D'avoir une perspective encore là pour, comme on a dit tantôt, voir les choses d'une perspective différente. Des fois, tu es tellement dedans dans la relation, puis là, les deux, à un moment donné, là, tu te noies à travers tout ça. D'avoir quelqu'un pour poser les bonnes questions. T'avais-tu raconté l'histoire des 5 aveugles qui rencontrent un éléphant pour la première fois? Non. Wow, ça doit être fascinant, les aveugles avec un éléphant. Je vais prendre 2 minutes de connaissance. Vas-y. C'est qu'à 5 aveugles qui rencontrent un éléphant pour la première fois, on leur demande après coup de raconter c'était quoi un éléphant. Le premier, il dit c'est facile. Moi, j'ai tué, c'est comme une grande lance pointue, là, solide, parce qu'il est arrivé au niveau d'une défense. Le deuxième part à rire, il dit mais non, c'est vraiment con, là, tu sais. Je vais te le dire, moi, c'est quoi un éléphant? Un éléphant, c'est comme un grand éventail, comme ça, en cuir souple, là, tu sais, parce qu'il est arrivé au niveau d'une oreille. Le troisième pogne les nerfs, il dit hey, les caves. Moi, j'ai touché un éléphant, je vais vous dire c'est quoi. C'est comme un mur, là. Tu pousses là-dessus, là, ça bouge pas pantoute. Il est arrivé au niveau du flanc. Le quatrième lui dit non, c'est pas tout à fait exact. Je vais vous dire précisément c'est quoi. C'est comme un pilier. C'est vrai que ça bouge pas quand on le pousse, mais c'est un pilier. Il est arrivé au niveau d'une patte. Puis là, le cinquième, il rit, il est traite tout de cave. Puis il dit non, un éléphant, c'est comme une corde souple qui descend comme ça. Là, il est arrivé au niveau de la queue. Puis là, ça s'ostine, ça s'entrebat. Ils se mettent à se frapper, puis ils s'entretuent. C'est intéressant. La morale de l'histoire, c'est que si on reste aveuglé par notre expérience subjective personnelle puis qu'on n'est pas capable d'intégrer la perspective, la vision des autres, on va finir par s'entretuer, convaincu par notre orgueil qu'on a raison. Bien, sortir de l'aveuglement, ça serait peut-être de s'avouer que, hey, un éléphant, c'est à la fois une lance... En fait, il y en a 2. C'est à la fois comme des éventails, il y en a 2. Un mur... 4 pattes. Ah, OK, c'est ça! Ouais. Sinon, on se compose des chimères à l'intérieur de nous, des illusions. Puis c'est quelque chose qui était très connu au Moyen-Âge. Quand ils racontaient c'était quoi un éléphant puis un rhinocéros qui revenait en France, mettons, ils faisaient des dessins un peu bizarres. C'est vrai, ils composaient des chimères de bébites qui n'existaient pas en réalité. C'est clair. Mais c'est qu'ils étaient aveuglés par leurs références culturelles. Bien, on est aveuglés par nos références de notre culture, de notre enfance, bien souvent. C'est un système de croyance qui est développé avec ça. Ouais. C'est fort. Mm-hmm. C'est ça. Puis encore là, il y a tout le temps, on dirait les concepts qui reviennent au niveau de l'orgueil, l'humilité, de gagner en flexibilité aussi, là, à quelque part, d'être dans l'ouverture, finalement, de comment l'autre voit la patente. Le podcast, ça m'a beaucoup aidé d'être confrontée à plein de gens qui pensent différemment, de sortir de « Oh, OK, j'avais pas vu ça de même », c'est ça. Moi, je fais l'exercice avec des enfants. Là, quand je veux travailler les fils de perception, je prends des feuilles, puis j'en prends vraiment beaucoup, tu sais. Puis là, je mets un gros objet au centre, puis je commence vraiment avec les enfants. Puis je me dis, si on commence maintenant, ça va bien aller plus tard, tu sais. Fait que là, je prends les enfants. Puis là, la première feuille, ils font un trou dedans. La deuxième feuille, ils font un trou. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, Puis là, au début, je fais, OK, tu regardes ton objet. Je dis, mais une feuille. Mais là, il y a un trou. J'ai dit, comment tu le vois, l'objet? Ah, je le vois moins. L'autre feuille. À la fin, ils ne voient plus du tout l'objet, c'est quoi. Ils se souviennent c'est quoi, mais après ça, leur seule référence, c'est ça. Fait que les feuilles, c'est les filtres de perception. C'est exactement ça qui se passe. Puis un filtre de perception, c'est autant je suis une femme, on a un filtre. Mon enfance, j'ai un filtre. Je suis une maman, j'ai un filtre. Monoparentale, j'ai un filtre. J'ai travaillé là, j'ai un filtre. C'est tout. Fait qu'on en a des centaines. Puis l'idée, quand on évolue, puis on grandit, si on ne veut pas devenir un paquet de croyances sur 2 pattes, qui est juste comme motivé par ses pulsions de croyances, il faut être capable d'avoir l'humilité de s'asseoir et de les enlever un par un. Et c'est extrêmement déstabilisant parce que tu vois la vie telle qu'elle est et tu es obligé de prendre responsabilité de ton état. Et ça fait peur. Ouais. J'avais piqué la story de Olini il y a 5 ans, d'ailleurs, quand elle avait fait une story là-dessus. Puis je l'avais illustré avec des foulards. C'est dans lequel un beau foulard de couleur, mettons, c'est mon rôle de psychologue. Hey, je peux le travailler de manière super avancée, mettre beaucoup d'efforts. OK. Puis là, je mettais un autre foulard d'une autre couleur, très belle couleur. Ça, c'était mon rôle d'ami. Puis là, au final, on ne voyait plus rien à travers le mur, de l'accumulation des foulards. Pourtant, c'était tous des foulards parfaits. J'avais tellement mis d'efforts. Mais ça crée de l'aveuglement si on les cumule. C'est des... Ouais, c'est ça, c'est des fils, c'est des étiquettes qu'on se met aussi. C'est tellement pratique parce que les autres nous aiment quand on fait ça. Oh mon Dieu Seigneur, c'est tellement drôle. Mon beau foulard, regarde, les autres l'aiment. Mon filtre préféré. C'est difficile justement de remettre en question ces croyances-là finalement. Puis de... oui, c'est sûr. Parce que ça, c'est comme perdre ses repères quelque part. Quand t'en enlèves un, ça crée un vide. Ouais. Et l'inconscient déteste le vide. Fait qu'en dedans, c'est comme il y a de l'espace. Puis tout le monde veut de l'espace. C'est ça qui est drôle. Mais tu sais, qu'on en crée, ça peut créer un déséquilibre. Fait que maintenant, OK, tu remplaces par quoi, là?
J'aime ça, ce que tu dis, je suis là-dedans en ce moment. L'espace, à créer de l'espace à l'intérieur de moi, C'est chose, mon podcast s'appelle Liberté d'être. Tu sais, l'espace, c'est ce que j'ai besoin, mais c'est fou comment c'est déstabilisant parce que peut-être que j'ai pas, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été conditionnée à être un peu oppressée, donc c'est ce que j'ai conservé. Mais Myriam, comment est-ce que c'est relié avec la dépendance affective que tu nous dis? Je sais pas. C'est le corps. Tu sais, moi, je me dis, quand tu as de l'espace, mettons, en tant que danseuse, quand tu gagnes en flexibilité, il faut que tu aies la force de ton centre. Parce que plus que tu es flexible dans ton corps, plus que tu peux avoir de chances d'être déstabilisé dans ton équilibre. Parce que, tu sais, je veux dire, tu es en hyperlaxe. Donc, il faut que tu travailles le corps. Puis c'est exactement ça. Quand on enlève des croyances, un système de croyances, pour rester en équilibre, il faut travailler la validation de ce qu'on est. Il faut que notre identité soit solide. J'ai fait un travail d'hypnose une fois, je voulais enlever justement une peur. Puis ma coach, mon hypnothérapeute m'a dit « Pas prête à l'enlever, celle-là. Ça va créer un trop gros déséquilibre dans ta vie. » Je dis « Hein? » Elle dit « Garde, l'intention positive est tellement forte pour l'instant qu'on va aller travailler sur l'intention positive de ta peur. Quand ton corps va être assez solide, là, on va l'enlever. Sinon, ça va créer un trop gros déséquilibre. Parce que tu vas avoir de l'espace, puis c'est comme ton inconscient ne saura plus où se promener. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon parce que moi, je suis témoin de ça fréquemment en consultation, des gens qui disent « Là, rentre-moi dedans. Là, je veux plus avoir de défense. Là. Je veux vraiment me dépouiller de tous mes mécanismes de défense, là, puis vraiment être le plus vrai possible, 100% vrai. Là, je veux plus qu'il y ait... » Là, je dis « Demande refusée. » Il me dit « Comment ça? » C'est parce que si on enlève les défenses sans qu'il y ait de la conscience qui prenne le relais, c'est comme dénuder quelqu'un, puis de l'envoyer en plein milieu d'une foule. Là. C'est clair que la personne est tellement fragilisée qu'elle va se faire soit kidnapper ou elle va mourir sur place. Quelque part, il y a une raison pourquoi c'est là aussi nos mécanismes de défense au niveau de la protection. C'est ça, c'est de... Encore une fois, on peut tomber dans l'extrême de vouloir plus avoir d'identité, parce qu'on dirait que l'identité, c'est relié à l'ego. C'est une identification défensive, je pense. C'est comme une image qu'on se fait de nous. C'est quoi l'identité, maintenant? Je trouve que ça rentre dans le devenir sécure, à quelque part. Je pense qu'on a c'est pas facile à dire. La définition en psychothérapie puis en PNL est différente. Parce qu'on regarde dans les niveaux logiques, l'identité, c'est vraiment... On est dans ton âme. Okay. Mais tu sais, oui, le terme, quand tu le dis tel quel, textuel, identité, c'est genre des étiquettes souvent, mais tu sais... Quand on s'en va dans les niveaux logiques, c'est comme à l'intérieur, ça te permet d'être qui profondément, tu sais, dans l'alignement de tes valeurs et tout, tu sais, qu'on veut que tu marches d'une façon qui est comme plus en cohérence avec toi. Et moins au niveau au niveau du mental. Moi, j'aime bien utiliser les 4 I. C'est pour construire l'identité dans une perspective développementale, du plus simple au plus complexe. Le premier I, tu l'as mentionné tantôt, c'est l'intro... je perds mon mot. L'incorporation. Le fait de se définir, l'enfant, quand il est petit, je suis ce que je mange. Il n'y a pas vraiment beaucoup de perspectives. Là. Puis il y a des gens qui vont rester pris à cette phase-là, ce qu'en psychanalyse ce que les autres disent de moi. C'est comme une phase orale. Je suis ce que mon plaisir immédiat m'apporte. Puis là, en grandissant à l'adolescence, il y a des... pas l'adolescence, mais la petite enfance, il y a des gens qui vont introjecter. C'est-à-dire qu'ils vont être ce que l'on leur dit qu'ils sont. C'est là qu'il peut y avoir beaucoup de dommages au niveau de l'invalidation. Parce que tu es soit une bonne petite fille, tu es une bonne petite fille quand tu es calme. Puis là, moi, j'étais expressive comme petite fille, puis là, on me dit que je suis bonne quand je suis... Fait que là, ils introjectent quelque chose qu'ils ne sont pas. Fait que c'est le début d'un ego qui est une forme, on pourrait dire, de mensonge pratique. Puis après ça, il y a l'identification, se trouver des modèles, des contre-modèles. Puis le dernier, c'est l'individuation. Ça, c'est savoir se définir par qui je suis ici et maintenant. Pas beaucoup de gens qui vont se rendre là. Ah ouais? Non. Je pense que la majorité des gens, selon moi, sont pris entre l'enjeu de l'introjection. Donc, je suis ce qu'on me dit que j'étais. Autant, on me dit que j'étais l'employé de, je suis l'employé de. On me dit que je suis le conjoint de, puis des modèles. Mettons, je suis dans la famille de, ou je suis le mari de, la femme de. Fait que c'est comme un enjeu, un corps sur lequel la masse des gens vont comme un peu stagner dans le développement de la maturité. Là. Puis c'est rare des gens qui vont aller bien plus haut dans l'individuation. OK. C'est triste à voir parce que c'est le pouvoir intérieur qui est laissé à l'extérieur. C'est l'extérieur qui dicte le pouvoir que tu as en dedans, tu sais, dans ces facettes-là. Fait que c'est triste, comme tu dis, que la majorité reste stagnée là parce que
on confond souvent d'avoir son pouvoir intérieur pour de l'égocentrisme. C'est pas ça pantoute. C'est justement, on peut tellement être plus au service des gens lorsqu'on habite nos couilles, notre utérus pour de vrai, tu sais, puis c'est pas les autres qui nous disent comment notre utérus devrait fonctionner ou nos couilles devraient fonctionner, tu sais. Lorsqu'on est là, puis on est comme, OK, moi, je fonctionne de même, c'est comme ça, c'est tellement correct. C'est pas parce que je suis la femme de, c'est pas parce que je suis la blonde de, la mère de. Tu sais, c'est juste genre, c'est une forme d'acceptation qui est profonde, ça amène une libération hallucinante dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur. Puis après ça, les challenges sont abordés tellement avec beaucoup plus de légèreté. Ah ouais, j'adore. Mais c'est de se détacher aussi de ce qu'on nous a dit qu'on était, peut-être, parce qu'il y a comme... On a pris ça pour de la vérité, finalement, puis on s'est défini souvent à travers ça, qu'on s'est valorisé. Tu sais, exemple, je sais pas, mon père me dit « Je suis vaillante », ben là, je suis vaillante, enfin, je vais montrer que je suis vaillante, puis tu sais, de quoi. Mais de vouloir se détacher de quelque chose qui nous sert plus, tu sais, des fois, encore là, ça fait un vide, tu sais, puis ça implique de remplacer cette croyance-là par d'autres choses. Fait que c'est un beau cheminement, puis en même temps, c'est pas fait dans le sens que l'identité, ça évolue, j'imagine, nos valeurs, puis tout ça. Ça dissoudre les vieux mensonges, les vieilles croyances limitantes, c'est qu'un travail qui peut être très ardu. Il faut le prendre de plein d'angles de vue. Puis moi, je crois que le critère numéro 1 là, pour aider à travailler ça, c'est une relation de confiance avec quelqu'un qui l'a déjà fait, ce cheminement-là. Parce que on ne peut pas l'apprendre dans un livre à dissoudre nos croyances. Non. Puis les gens sont affamés de ça. Là. Ils veulent vraiment, dis-moi un livre qui parle de ça, gérer les émotions, puis Mais on installe ces croyances limitantes-là dans une zone d'un angle mort. Là. Fait que là, même si je le cherche comme ça, je ne vois pas d'angle mort. Je vois pas d'angle... Mais fait que ça prend quelqu'un d'autre devant nous qui voit les mensonges qu'on se fait à nous-mêmes. Moi, je le dis souvent à une personne qui me pitch toutes ses croyances limitantes en thérapie. J'ai dit, ce que tu viens de me dire, c'est de la merde. Puis là, la personne a dit, comment ça? J'ai dit, c'est parce que là, j'y rappelle que son enfant, tu m'avais dit telle affaire, tu m'avais ça. Fait que je le vois bien que ce que tu me dis, c'est pas bon. Mais ce qui est vrai, c'est ta souffrance en dessous, là. Et voilà. C'est quoi le message? Il faut aller la valider, cette affaire-là. C'est comme si la souffrance parle, la souffrance est vraie, mais ce qu'elle dit dans le micro, c'est n'importe quoi. Fait qu'il faut apprendre à écouter à plusieurs niveaux pour démêler ça. Vraiment. Fait qu'une personne en crise, dans une rage de manque affective... Des fois, elle va faire ça. Hein? Elle va te dire plein d'affaires à l'autre personne. T'es jamais là pour moi, tu t'occupes pas de moi, moi je m'occupe de toi. Puis là, mais ce qui est, c'est pas forcément vrai. C'est n'importe quoi. Mais ce qui est vrai, c'est la souffrance. Puis ça, c'est valide, tu sais. C'est là qu'on va aller. Tu sais, moi, avec quelqu'un, quand je déstabilise beaucoup mes proches quand ils sont en réaction devant moi, parce que moi, j'arrive dans un état de... C'est vraiment compréhension. Puis je vois, tu sais, tout d'un coup, je les vois comme un enfant intérieur qui est blessé, mais tu sais, à l'âge adulte. Fait que, tu sais, c'est de la compassion. Je suis pas dans l'infantilisation, ça peut avoir l'air de ça, mais je suis pas là du tout. Mais c'est plus comme, j'écoute. Puis, tu sais, souvent, l'autre personne veut que tu réagisses aussi. Là, ils vont sentir que, tu sais, il se passe de quoi. Mais moi, je vais être comme vraiment, c'est, OK, c'est bon, c'est valide. Mais c'est quoi tu ressens profondément? C'est quoi le message en dessous de ça, tu sais? Puis là, on va le chercher, le message. C'est, c'est ça qui n'a pas été comblé. Puis ça peut être, tu sais, puis la réaction, elle peut durer longtemps, là, tu sais, même. Puis ma question n'est pas répondue. Puis tu vois que ça patine. Puis c'est long parce que... comme tu dis, Ben oui, parce que là, tu t'en vas chercher la blessure. Mais l'ego, il veut pas, il la protège. C'est la colère, c'est le bodyguard de la tristesse. La tristesse, c'est comme... la colère, moi, y aller, moi, tu sais. C'est plus facile pour bien du monde, je pense, être fâché que triste. C'est pour ça que j'utilise la confrontation chaleureuse, moi, beaucoup... quand il est question de dépendance affective. Un peu comme les propos que j'ai dit tantôt, quand je dis que c'est de la merde, les propos, ou que c'est pas bon, ou que c'est n'importe quoi, c'est pas pour discréditer la personne. C'est pour la shaker, pour lui dire que là, ce n'est pas le moment d'être « Oh, ça fait tellement mal, hein? » Oh là, ça fait... Non, ça serait un peu de la complaisance, de l'hyper-bienveillance. Alors que si on voit que la personne est en train de répéter son pattern, ça prend la confrontation chaleureuse. Puis là, juste le shaker un peu, dire à la personne « Ah ouais, c'est pas... Ah ouais? » Quand je confronte quelqu'un en lui disant, là, tu essaies de manipuler gentiment les autres. Moi, je me pensais tellement à leur service, tu me dis que je suis manipulateur positif. T'sais. C'est confrontant au bout. Mais c'est parfois le choc qui va permettre d'aller à l'intérieur de soi. Ah oui. Moi, je dis, sont belles les histoires que tu te racontes. Hein? C'est le fun, c'est une belle histoire. Hein? Ben, c'est pas une histoire, OK, mais c'est correct, l'histoire est belle. On va aller chercher l'émotion en dessous maintenant. C'est ça. Si les gens sont pas prêts à évoluer, ils vont pas s'entourer de gens comme ça. Non, ils vont pas vibrer vers les gens comme Sidi qui vont comme... C'est ça, c'est un peu ça le mythe du psychologue qui fait beaucoup de
silencieux, et qui va dire genre « Oh, ça a de l'air d'avoir été terrible. Ouais. C'est de l'hyper-validation, mais du scénario mensonger. Et non pas de la validation de la souffrance en dessous du message. Aller à la racine. Et voilà. Puis ça, c'est une lecture à double niveau. Tu sais, c'est tellement difficile à faire qu'il faut le posséder soi-même pour l'offrir aux autres. Puis moi, j'aime ça, chatouiller l'ego. Là. Quand je vois qu'il pop, je suis comme... Puis là, quand ça start, je suis comme... là, bonne année, boum! Là, il tombe. Oh, c'est vrai que c'est ça, c'était drôle. Là. Ouais, c'est un beau show qu'on vient de faire là, tu sais. Là, on voit ça comme un pestacle, là, tu sais. Moi, j'appelle ça de même, on vient de faire un beau pestacle. Là, il se calme, mais tu sais, c'est comme... Ouais. Oh mon Dieu, j'adore. Si on reste dans le secure, justement, tu sais, je m'étais mis comme note le vide intérieur. Puis j'imagine que l'estime de soi aussi rentre beaucoup en ligne de compte. Là. C'est tous des thèmes qu'on a abordés. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est plusieurs à ressentir une forme de vide. Tu sais, c'est quand même un sujet qui revient souvent. C'est de comment je cherche à combler quelque chose en travaillant ou en peu importe. Parce que c'est très bien, un vide intérieur. Ça permet d'avoir un espace de réflexion. On devrait rechercher à avoir ça. Parce que c'est ça, c'est que les gens, ils résistent contre le vide comme si c'était quelque chose de mauvais. Puis j'aime bien résumer ça en disant que les gens heureux souffrent de solitude. C'est quoi que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas être heureux sans souffrance? Non. La souffrance, ça sert à quelque chose. Elle veut nous appeler à l'aide. Puis pour réfléchir sur la souffrance, ça prend un espace de contenance. Un peu comme un réflexe, c'est du tac au tac. Là. Il n'y a pas d'espace de réflexion. Mais dans la réflexion, il y a comme ça miroite. Là. Pour que les miroirs puissent réfléchir, il faut qu'ils soient un petit peu à distance l'un de l'autre. Mais ce vide-là, l'incapacité de tolérer l'incertitude, ça fait ça que les gens vont adopter des croyances, vont adopter des pratiques, n'importe quoi pour remplir ce vide-là, mais ça va toujours conduire à la même résultat, c'est que les gens vont être malheureux. Parce qu'il faut savoir, d'une certaine partie, c'est tolérer ce vide-là ou l'incertitude du vide pour se donner des options. Hey, c'est tellement inconfortable. Mais c'est comme gérer son impatience dans une file d'attente. Quelqu'un qui ne sait pas se gérer, là, puis qui pousse tout le monde. « c'est vous, je veux juste payer, bande de caves! » Ça se peut qu'il se fasse expulser puis qu'il ne puisse pas payer ces choses. Donc, s'il prend le temps, par contre, de réorienter son attention en disant « Ça me fait chier. J'accepte que oui, en effet, c'est vrai, je dois attendre mon tour. Puis dans pas long, ça va être à moi. » Puis là, il check son sel ou il parle avec les autres, il prend une revue. Puis voilà, il a géré son vide intérieur. Il ne l'a pas effacé. Il l'a aménagé. Ah ouais, c'est de la gestion. Hey, là, on vient de toucher un sujet vraiment intéressant. Là, t'es dedans, on vient de pogner le vide intérieur. C'est ça, l'estime de soi. C'est dans la gestion de cette incertitude-là. Hey, mais ce sujet-là, Paul, il faut faire un programme, quelque chose. Je veux dire, non, mais sincèrement, tu sais, c'est ce que tu as nommé, je trouve ça fascinant parce que c'est vrai, c'est cette incapacité à laisser ça... Comment dire, à laisser ça vivre. Oui, à laisser ça être, dans le fond. Mais c'est le silence, la notion de silence. Les gens sont super inconfortables avec le vide puis avec le silence. L'incertitude, on le sait pas. Tu sais, comme quand on quitte une relation, on le sait pas. Qu'est-ce qui s'en vient? On quitte un travail, on le sait pas. Ça fait tellement mal. Tu sais, c'est ça. C'est quand qu'il y a des changements. C'est vrai qu'on sait rien. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on sait rien dans la vie. C'est la seule affaire qui est sûre, tu sais. Je pense que la pandémie, ça aurait dû être un bon apprentissage pour ça, mais ça a créé tellement un choc post-traumatique que les gens sont gros tombés dans le contrôle après ça vraiment beaucoup, tu sais, pour pas revivre ça. Mais l'affaire, c'est que si on a revivre ça, on va revivre ça. Si demain, il y a un astéroïde qui tombe sur la planète, ça va être ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Ça va être ça. Mais on est dans une société qui veut tout programmer tout de suite puis mettre les gens alarmistes. Tu sais, là, quand on se fait alarmer 5 jours avant d'une tempête du siècle, finalement, t'arrives le jour même, il se passe rien, là. Ça fait 5 jours, t'es sur le nerf. Puis là, t'as la moitié de ta famille qui a fait des provisions comme si ça allait être l'Armageddon, tu sais, tu comprends? Mais il se passe rien. Mais c'est exactement... Fait que, tu sais, l'incertitude... c'est la vie en général. Puis, tu sais, pour ça, moi, là, c'est niaiseux, mais les meilleures personnes à observer, c'est même pas des personnes, c'est les animaux. Les animaux, là, ils n'ont pas ça, le cortex préfrontal développé qui fait que nous, on se pose des questions puis que tout ça, tu sais. Ils sont, oui, en mode survie, mais ils sont tellement dans le moment présent, eux autres. Puis en plus, ils sont en adaptation constante, puis ils ont la certitude que l'hiver va finir par fondre puis que ça va être l'été pareil. Tu sais, il y a des choses qui sont... factuelles, immuables dans la vie qui reviennent tout le temps. Mais les situations qu'on se crée en tant qu'humain dans notre tête, c'est tout incertain. Même si on pense que c'est certain, il n'y a rien qui l'est. C'est la plus grosse illusion, je trouve, qu'on porte à l'intérieur de nous, que penser qu'il y a de la certitude dans quoi que ce soit. Croire, ça fait du bien. Oui, exact. Là, je m'en allais. Mais là, la foi, quelque part, ça peut être peu importe. C'est une réduction de l'incertitude, quitte à adopter même un mensonge, mais c'est vrai que ça fait du bien. Ah, mon Dieu, j'ai ça, moi.
J'haïs ça. Moi, je déteste avoir une fausse certitude juste pour calmer une anxiété. J'aime mieux la vivre, puis faire garde. Je vais apprendre à gérer ça, là. Parce que me mettre une fausse image juste pour que je fasse comme « c'est correct, finalement. » Ouais. Non. Tu sais, genre, je t'aime, dis-moi que ça va être correct. Dis-moi juste je t'aime, I'm gonna be fine. Non. Non. Tu sais, it's not fine. Mais c'est d'avoir une certaine confiance dans ce cas-là, en ses capacités, dans le sens où il y a la foi, la spiritualité, peu importe la religion. Mais tu sais, sinon, c'est parce que quand on parle d'incertitude, ben c'est quand même, ça demande une certaine confiance en soi de dealer avec ce qui va arriver, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, tu sais. Oui. Souvent, c'est là qu'on est ébranlé, qu'on n'a pas confiance en ce qui va arriver. Fait que là, on essaie de contrôler, puis tout ça. Mais c'est une confiance en soi. Puis c'est aussi, tu sais, comment dire... Hey, le calme intérieur, c'est pas la bonne façon d'aller chercher ça, là. Mais c'est comme de cultiver un état d'esprit qui est un petit peu plus basé sur les redirections que les échecs. Tu comprends? Qu'il y a toujours un chemin de redirection. Puis oui, il faut la confiance en soi. Et en même temps, la confiance en soi, moi, une façon que j'ai aimé la bâtir, là, c'est avec la prise de responsabilité. Puis faire en sorte que je suis responsable de ce que je fais et de ce que je dis. Et si ça part de la bonne place, le outcome, peu importe ce que c'est, bien, moi, de mon côté, dans mon 50%, c'est parti d'une intention positive. Quand ça part d'une intention d'ego négative, je suis prête à ce que le outcome soit peut-être pas si bon que ça. Tu comprends? Moi, je suis vraiment pour la notion de responsabilité. Puis j'ai structuré une espèce d'échelle, de niveau de prise de responsabilité. Puis là-dedans, on retrouve notamment des indices de dépendance affective. Le premier niveau, c'est être responsable, c'est non responsable. Puis l'enfant qui vient au monde, il n'est pas responsable. C'est le niveau de départ. Puis là, plus qu'il va apprendre à faire certains choix, il va finir par se soumettre aux décisions qui ont été décidées par quelqu'un d'autre. Donc, la soumission à l'autorité. Le fait de se fier au papa, aux mamans, de se fier au boss, de se fier à quelqu'un qui a décidé à ma place. Donc, je me soumets à la décision de l'autre. Le troisième niveau, ça serait la responsabilité qu'on pourrait dire diffusée. Comme par exemple, nous, ici, on se parle, mais il n'y a personne qui dit « OK, là, c'est à toi de parler, là, c'est à toi de parler ». On est comme un peu en train de se diffuser le temps de parole ensemble. On écoute le feeling, le temps on se regarde. Donc, la diffusion de la responsabilité, c'est un niveau 3, selon moi. C'est une bonne capacité, mais quelqu'un qui est pris dans la soumission à l'autorité ne serait pas capable de rebondir sur des échanges comme nous, on est en train de faire. Il faudrait dire préparer. C'est ça, vas-y, c'est à ton tour. Oh non, j'aime pas ça. Puis le quatrième niveau, c'est prendre des responsabilités personnelles. Ça, c'est nettoyer son intuition là, de tous nos débris, de nos croyances limitantes. Le cinquième niveau, ça serait celui de la responsabilité sur un projet plus grand que soi, comme par exemple toi avec Liberté d'être. C'est plus grand que toi, là. Mais tu as quand même pris des décisions de t'occuper de ce projet-là. Puis, je pense qu'il y en a un autre encore ultime, encore plus grand, qui est une responsabilité humanitaire. Ça, c'est le niveau 6 de la prise de responsabilité, selon moi. Comme par exemple dire, moi, je m'engage à éliminer la faim dans le monde. C'est sûr que j'y arriverai pas. Pas grave, je m'engage par là pareil. Chercher à contribuer, dans le fond. Moi, j'essaye de rendre la psychologie accessible pour tout le monde. Il est fort probable que j'y arriverai pas. Pas grave, je m'engage par là pareil. Ben, tu n'y arriveras pas tu fais quand même, je veux dire, ce que tu fais, on s'entend. Mais pas pour tout le monde. Non, tout le monde, 9 milliards sur la planète. C'est ça, mais pas grave, je m'essaye quand même. Pour tous ceux qui parlent français, c'est déjà beaucoup. Il y avait quelque chose... Ah oui, par rapport au vide intérieur, on va changer de sujet, mais j'aime beaucoup celui-là. Comment tu avais amené ça? Ah oui, je voulais savoir, parce que tu disais tantôt, bon, s'auto-réguler, justement, ça serait quoi une façon saine de l'apprivoiser, ce vide-là? Parce qu'il y a beaucoup les distractions qu'on peut... Arrêter de résister. Moi, c'est une des meilleures. Je trouve que les gens résistent à ça. C'est exactement comme si tu résistes à un caca, là. Genre, relâche, ça va bien aller, tu sais. Tu refuses de le Oui, de let it go, là, tu sais. Donc, on lâche le contrôle. Juste ça, là, ça va amener comme déjà la sensation que tu vas vouloir moins entrer dans une compulsion. Parce que la compulsion, c'est la contraction de « j'accepte pas que je vis de la solitude puis un vide présentement. Je veux pas être là-dedans. Je mérite pas ça. » Tu sais, il y a tout un narratif, mais c'est même pas une question de mérite. Le vide fait partie du plein. Genre, c'est le vide, le silence, c'est ce qui crée une mélodie
dans une musique, s'il n'y a pas de moment de silence, il n'y a pas de mélodie. Ouais. Donc, dans la mélodie de ta vie, tu dois avoir des moments de vide pour que ça respire. C'est important. Donc, on accueille, puis au pire, journal, tu sais, toutes les peurs qui sortent, moi, j'adore faire ça. On écrit à la troisième personne. Là où Lini, elle pense que ta. Sors ça pour un moment. Puis moi, c'est vraiment, je fais rien. C'est ça. C'est carrément ça. Il se passe rien. Pas de téléphone, pas de musique, pas Non. de distraction qui pourrait t'amener Je c'est dans d'apprivoiser le silence, de s'ennuyer, tu sais, l'importance de Ah l'ennui. Là. C'est tellement important. Oui. Moi, je me souviens la fois que je l'ai appris, là, qu'est-ce que ça veut dire, là, tu sais, porter un regard sur son vide intérieur. J'étais tellement en maudit là, que quelqu'un voit à l'intérieur de moi là-dedans, mieux que moi-même, là, que j'envoyais chier mon aidant. Oh, wow! Puis la personne, elle m'a regardé avec un regard de compassion tellement immense, puis elle dit, quand tu fais ça, là, c'est à qui que ça fait le plus mal? Puis là, j'ai regardé, je me suis dit, merde, je suis vraiment dedans, là, dans le fond. Wow. En plus, même quand je l'attaque, il reste là à me donner de l'amour. Ah, merde, ça veut dire que ça marche. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais regarder. Puis c'est là que j'ai pu commencer à arrêter de résister contre. Ça faisait tellement mal. Je voulais tellement pas regarder là. N'importe quoi aurait été mieux à expliquer en thérapie, dans les rencontres. J'aurais parlé de n'importe quoi plutôt que d'aller là. Mais grâce au doigté d'un aidant qui le voyait que j'étais en train de faire un spectacle d'un ego qui n'était pas pantoute connecté, puis qui réussit à éclairer. Là. C'est un peu comme l'ombre, tu sais, ça... L'ombre, elle résiste pas quand on éclaire avec une lampe de poche. Hein? Elle est rendue où, l'ombre, une fois qu'on éclaire? On n'a plus. Ben, c'est la même affaire avec les résistances. Quand c'est bien éclairé par quelqu'un, ça fait comme... Mais là, la personne est à nu, là. Fait que ça demande un climat de sécurité incroyable. Incroyable. Et c'est ça que la majorité des gens, selon moi, n'arrivent pas à comprendre, la nécessité d'un cadre sécuritaire avant de regarder cette affaire-là de vide intérieur. Oui, sinon, ça peut être déstabilisant, puis c'est une perte d'équilibre carrément, tu sais. Donc, le cadre, comme dit, que ce soit quelqu'un, un aidant qui t'amène à, OK, on va mettre les boundaries claires pour ça. Même des moments comme ça, tu sais, moi, quand je vais être dans un moment que je sais qu'il y a des vides parce que je suis en train de faire un deuil, tu sais, qu'il y a un vide qui s'installe, donc je vais avoir ces phases-là, ben je vais peut-être avoir quelqu'un, OK, je vais mettre quelqu'un en alarme, faire comme, hey, sais-tu quoi, si j'ai un truc compulsif qui part, j'aimerais ça que tu t'appelles parce que je me sens pas en sécurité, tu sais. Donc, tu sais, de mettre notre sécurité. Oui, la sécurité, c'est tellement important. De pouvoir compter sur mais oui. Les gens qu'on aime pour justement. Oui, parce que des fois, on tombe tellement profondément dans nos blessures qu'on va faire n'importe quoi. Puis moi, j'enseigne aux gens des choses sur le corps, les réactions physiologiques en thérapie parce que je m'attends bien à ce que les gens retombent dans leurs blessures. C'est juste normal. Mais je pense que dans une société, une culture de croissance perpétuelle, puis c'est comme si quand il y a une régression ou une chute dans la blessure, les gens vivent ça comme un échec. Alors qu'en réalité, c'est comme redormir ou remanger. Il faudrait apprendre à savoir régresser pour s'occuper de là, OK, je suis retombé jusque-là, ben d'accord, ça va me reprendre un plâtre, va reprendre des béquilles. Maudit, moi j'avais un marathon en fin de semaine, ça me fait chier. Puis là, repartir de manière réaliste à là où on était rendu. Tellement, puis on se renforce là-dedans. Tu sais, moi, je fais souvent la comparaison, tu sais, justement, comme toi avec le sport. Moi, ça va être avec les blessures de danse, parce que j'en ai eu beaucoup, tu sais. Puis, il y en a une que je me souviens elle revient encore, là. Tu sais, un quadriceps, quand c'est déchiré, cette affaire-là, moi, qui était sur le bord de la tâche, d'avoir besoin de le recoudre. Puis, ça me fait vraiment penser aux émotions. C'est que je suis arrivée, puis au moins 4 ans de ma vie, là, qui a tellement fait mal que je pensais que j'étais revenue à la blessure initiale qui avait ouvert. Puis j'allais voir mon chiro, mon masso à tous les 4 jours. « Hey, je suis correct? Je suis correct? » Parce que je recommençais à danser. Là, je recevais la validation de tout ton être t'envoie l'activation traumatique du trauma de la blessure, mais t'es pas dedans. C'est correct, you're safe. OK, là, il faut que tu renforces tel côté. OK, c'est bon. Mais c'est tellement fort parce que le premier choc, j'appelle ça comme une explosion nucléaire. Tu as des radiations après, puis les radiations sont les activations. Fait que, tu sais, les radiations durent longtemps avec une blessure. Puis quand tu remets un petit truc nucléaire là-dedans, mais ça amplifie la radiation, tu sais, c'est tout ça qu'on reçoit dans le corps. Fait que l'émotionnel, c'est la même chose. Là. Ouais. C'est souvent en étant en relation, justement, avec les autres que ça vient se réactiver, là. Parce que les gens célibataires, justement, ils me disent « je m'en vais faire du travail sur moi. Je vais tout régler. » Puis là, finalement, la relation arrive. Ma vie passe en 10 jours, je parle plus, là. Je reviens, je suis correct. Je trouve ça terrible.
Moi aussi. Sérieux? Ah oui, les Vipassana, 10 jours. Moi, personnellement, je suis assez sévère sur ce genre de pratique-là parce que en psychologie, on pourrait comparer ça avec une hyper-diète de stimulation usuelle. Fait que oui, il y a des gens qui vont apprendre à méditer, à toucher des choses, mais il y a aussi une expérience d'immersion qui est tellement grande que ça fait développer une carence en stimulation. Et voilà. Fait que la libération que les gens ressentent en sortant de Vipassana, là, puis « Wow, là, c'était merveilleux! » C'est pas parce que tu es en train de vivre une épiphanie spirituelle, c'est ton corps qui, tout d'un coup, tu lui redonnes la substance qui est normale d'avoir. Oui, c'est Lui, ça. il vit comme... Il a tellement été resensibilisé à tellement peu de stimulation que... Mais ça, c'est une sorte de drogue. C'est pas une sorte de spiritualité. Je comprends. Puis en même temps, si t'as personne d'autre pour te mettre en lumière des choses, C'est même ça. avec toi-même, tu peux quand même rester en surface. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais si vous voulez travailler votre blessure affective, là, puis votre dépendance, puis votre vide, la meilleure type de relation pour faire ça, là, c'est un couple. C'est vraiment ça, c'est tellement ça, c'est se mettre dedans. Puis, tu sais, des fois, ça fonctionnera pas. Puis, l'histoire, c'est d'essayer. T'essayes, tu fais comme, OK, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui a existé là-dedans? C'est quoi qui est revenu? C'est quoi j'ai aimé de ça? C'est quoi? C'est tout ça. C'est de vraiment faire la paix avec le sentiment d'échec. Parce que souvent, c'est ça. Le monde, quand il retourne de célibataire, puis qui ont fait du travail sur soi, puis qui retourne, puis qui recommence à dater, si ça marche pas du coup, en faisant crime, j'ai tellement fait de travail sur moi, je comprends pas. Récolte les petites étoiles de Mario Bros, là, avant de sauver la princesse, là, ça se peut que tu sois là, tu sais, puis c'est correct, là. Ouais, comme tu dis, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que la notion d'échec, je pense que c'est quelque chose à déconstruire. Mais justement. oui. Comme Ouais. si- L'échec n'existe pas si on tire un apprentissage. Voilà. Mais c'est ça, c'est une des dernières étapes ça, du cheminement, la capacité de tirer un apprentissage. Parce que quand on est dans la tempête, il faut revenir aux outils qu'on vous a mentionnés, sur la validation, l'acceptation de soi, l'humilité. Puis à la fin du processus, ça devient plus facile de tirer un apprentissage. Ouais. On arrive pas mal, on est pas mal à la fin. Je pense que ça fait 1h15 déjà qu'on jase. Mais tu sais, on dirait que je voulais terminer avec de quoi par rapport au... Parce qu'on entend beaucoup ça de « on veut se sentir complet Ouais. ». Est-ce que... c'est quoi, dans le fond, là, se sentir complet, là? J'essaie de comprendre c'est quoi. Tu sais, par rapport à la notion du vide, justement, qu'on veut plus avoir de vide, ou... On peut-tu réellement être complet en étant seul? Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, on a besoin des connexions, donc c'est un petit peu comme un... C'est un beau raccourci concept, là. intuitif. Là. C'est comme si ça nous ferait croire qu'on C'est peut y ça. arriver un jour. Ah, OK. Puis qu'une fois que c'est réglé, là, bon, que c'est correct, je suis complet, là. Ouais. Mais tu sais, c'est plus de l'homéodynamie, là, tu sais, la vie. là. C'est l'homéodynamie, ça veut dire qu'il y a un équilibre, mais qui fait comme passer inaperçu l'entrée d'eau puis la sortie d'eau. Puis en réalité, c'est pas stable. Là. C'est un mouvement qui donne une impression de stabilité. Voilà. Il faut s'identifier plus au mouvement. Ouais. Le mouvement de la vie. Ouais. Tu sais, puis se faire poser la question, tu es où présentement? Je suis ici. T'es qui? Je suis le moment qui est là devant moi. Ah, OK, fait que là, on apprend à se positionner en fonction de l'expérience qui nous traverse, plutôt que de résister dans « je veux pas perdre le beau, puis je veux pas du pas beau ». Là, on est constamment résistant. Je pense que pour être complet, il faut savoir à la fois reconnaître nos forces, y avoir accès, mais également nos vulnérabilités. Moi, c'est ça que je dis en thérapie quand une personne me dit « comment je ferais pour être plus complet ?» Je dis, il faudrait que tu laisses de côté tes forces. Tu es déjà bon dans tes forces. J'ai rien à t'apprendre sur tes forces. Mais je vais peut-être t'apprendre à laisser de la place à tes vulnérabilités. Comme ça, les autres ne vont pas rentrer dans ce territoire-là avant toi même. Parce que là, c'est écrit, n'entrez pas ici, avec des gros flashs de néon. N'entrez pas dans cette zone-là, n'entrez pas ici. Fait que les gens curieux ou les gens prédateurs vont dire, c'est intéressant, je vais aller là. Yes. Puis là, ils entrent avant vous-même dans vos vulnérabilités. Fait qu'ils peuvent vous faire un grand ravage. Donc, clair. prendre possession de son territoire intérieur, savoir être dans ses forces, mais savoir souffrir aussi. Ça revient à mettre en lumière, justement, les zones d'ombre que tu disais tantôt. Parce que moi, j'ai eu l'impression que d'être beaucoup dans mon ego parce que, justement, je frontais que j'étais dure, j'étais ci, j'étais ça, mais finalement, je savais qu'en dedans, tu sais, j'étais tout sensible et fragile. Mais quand j'ai touché à ça, d'être comme, ben oui, c'est... OK, c'est là. Mais ben, oui. on dirait que c'est comme... Après ça, tu n'as plus à te protéger parce que la personne ne peut plus te pointer quelque chose que tu n'as pas vu de toi, tu sais. Exact. Mais là, ça, c'est déstabilisant quand toi-même, tu n'as pas voulu le voir, puis là, l'autre est comme... C'est incroyable. C'est pour ça, moi, l'exemple que je te donnais, j'avais envoyé chier la personne moi, qui m'avait vu. Je me disais, non! Ça fait tellement mal. Donc, le faire avec délicatesse, dans un cadre sécuritaire, qui va avoir une assurance de vous protéger. C'est une habitude dans le sens... c'est quelque chose qui se développe.
C'est une capacité qui se développe à aller là. Puis de valser là-dedans, dans ces polarités-là. Puis c'est juste beau. Moi, c'est tout le temps comme je reviens au corps. Moi, c'est ça. C'est juste du mouvement. La vie est juste du mouvement. L'idée, c'est que tu restes stable dans le mouvement. Fait que, ton corps, tu dois le connaître. Puis pour le connaître, tu le connais en 360. Puis le 360, c'est autant l'ombre et la lumière. La lumière existe à cause de l'ombre. L'ombre existe à cause de la lumière. Après, c'est un choix. C'est toi qui choisis si tu vas dans ton ombre ou si tu prends ta lumière. C'est toi qui as le libre arbitre. La journée que tu comprends que tu as le libre arbitre et que tu as le choix, là, tu commences à développer ton corps. Que tu te donnes la permission d'être tout ça en même temps, puis que tu n'essaies pas de rejeter. « Ah non, ça, c'est pas... » Mais non, puis c'est drôle parce que moi, ce que j'entends souvent dans le discours avec les femmes, qu'on a nos polarités, ça va être « elle est folle raide ». Ça, j'adore ça. Les bipolaires est folle. À chaque fois, je suis là, il faut proscrire ça du langage. Là. C'est pas parce qu'il y a une partie d'ombre qui sort, puis un moment donné, une autre journée, il y a une partie de lumière, que c'est nécessairement des hormones ou de la folie. On n'est pas là. Puis quelqu'un qui accueille ces deux parties, c'est très déstabilisant pour les autres parce qu'elle est capable d'assumer en plus qu'elle a été dans son ombre, puis elle est capable de le vivre. Puis tu sais, moi, je suis capable de le vivre quand je suis dans mon ombre de contrôle. Je le dis, puis mes filles me trouvent très drôle là-dedans. Je suis comme, je suis tellement contrôlante aujourd'hui, là, puis j'en ris, là. Puis là, mes filles font, ah ouais, tellement, ça, c'était intense. Ça, ouais, tu sais. Puis genre, je l'habite, puis je suis comme, OK, moi, rester dans mon coin, respirer un petit peu, m'a tricoté, flatter Gilles, là, puis ben aller, je suis dedans. Dans le fond aussi, à travers ça. Gilles n'est pas un être humain pour les auditeurs. C'est mon chat! Mais j'aime ça, ce que tu dis, c'est vrai que c'est beaucoup confrontant pour les autres, parce que c'est là que... Oui, Gilles. Il est conducteur d'autobus. Je flatte Gilles. Mon coping mécanisme. Moi, je savais que t'avais un chat. Il est contrôlante, j'allais dire. J'ai pogné Gilles. C'est ça la vraie authenticité, à quelque part. C'est de mettre en lumière tout ça. Tu sais, pas juste le beau, justement. Ah oui, c'est ça. La beauté dans tout, là. Oui. Mais de pas... mais c'est honteux. Chercher à le camoufler. C'est honteux, toucher à ça. Parce que, s'avouer que je suis imparfait. Oh! Ouais, c'est difficile. Fait que ça veut pas dire faire la paix avec, ça veut pas dire le partager à tout le monde tout le temps. Non, mais non. Ça peut rester une zone personnelle, privée. Mais oui. Mais il faudrait peut-être que vous y ayez accès. Oui, c'est ça qui est important. Ça m'amène tout le temps à réfléchir très loin dans ce que tu dis. J'ai pas le choix. À toutes les fois que tu viens, je réécoute l'épisode. Parce que je suis comme, OK, il va falloir que j'y pense plus longtemps à celle-là. Hey! Oui, Eros, depuis le tout début, qui sponsor l'épisode. Je vais vous donner le bon parce qu'il y en a un pour ça, c'est à toi. Je vous remercie tellement. Merci. On a un autre épisode après, by the way. Je pense que ça va être elle qui va sortir en premier. Yes. On s'en va jaser de anxiété sociale. Une épisode qui va sortir dans les prochaines semaines. Allez-y, déballez ça. Ah, OK, on déballe. Le psychologue ne fait pas la promotion de choses on n'a pas la psychologie. Alors, merci. Pas de stress. C'est vrai, t'as pas le droit? Oui, c'est ça, on a des règlements de déontologie sur la publicité, nous, les psychologues. OK. Je dois être prudent. Je garde ça pour après les ondes. Donc, Paul ne sponsor pas. Oh my God, j'en ai donné un papier. Tu m'as donné un papier. Non, mais j'avais pas vu, lui. C'est le Lapinoun, je pense. J'ai vu, il m'a trop fait j'étais quand je vais être... C'est ben trop drôle. Le Lapinoun. Il y a plein, il est équipé en tabarnouche. C'est la gamme de sexe oral. Ouais, hein? Thank you. Je vous remercie pour vrai. C'est toujours ultra pertinent. On finit tout le temps avec une petite légèreté avec les jouets, malgré Non, mais le Lapinoun, c'est juste vraiment trop drôle, là. C'est parfait. Ouais. Merci encore. Merci. Vous avez déjà plugué vos projets, vos plateformes. Ils vont être en bio. Super. Merci. Merci à toi.